À la une de cette édition d'information, lutte contre Boko Haram, les bonnes nouvelles qui viennent du front. 6 otages kidnappés par Boko Haram sur l'axe Marwa-Kousseri ont réussi à s'évader. C'était au cours d'une altercation entre les armées camerounaises et nigérianes opposées aux membres de la secte. 6e édition des journées scientifiques, le VIH et les hépatites virales au menu des échanges. Les chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France et du Cameroun vont pendant 2 jours échanger sur les questions relatives aux résultats des recherches cliniques et thérapeutiques concernant le VIH-Sida et les hépatites virales. Fraude fiscale au Cameroun, le secteur de la téléphonie mobile enlève la palme d'or des factures impayées. Le fisc réclame aux opérateurs du secteur plus de 170 milliards d'impôts impayés. Et puis, à l'étranger, l'institution financière de Bretton Woods s'inquiète des risques de déraillement de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international a ramené ce mardi ses prévisions trimestrielles pour la croissance mondiale à 3,4% pour 2016 et à 3,6% pour 2017. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Au cours de cette édition, le service de l'information vous convie à parcourir les 20 ans de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. À l'extrême nord à présent, des appuis du chef de l'État aux membres des comités de vigilance des localités de Bodo, Ngechewe et Kolofata. Ces appuis ont été remis par le gouverneur Midi Awa Bakari qui a saisi l'occasion pour encourager ces groupes d'autodéfense engagés dans la lutte contre Boko Haram. Le compte rendu de Célestin Tabouli Succès et Djiri Eba pour le récit. La lutte engagée contre la nébuleuse Boko Haram dans la région de l'extrême nord a bénéficié du réconfort constant des comités de vigilance qui généralement constituent les premiers maillons de la défense de certaines localités ciblées par les terroristes. Comptés au départ parmi les premières victimes de cette guerre, les groupes d'autodéfense bien organisés sont devenus au fil du temps des adversaires farouches de Boko Haram et une pièce importante sur laquelle repose la lutte contre cette secte barbare. C'est ainsi que dans toutes les localités camerounaises adossées au Nigeria, qui enregistrent régulièrement des incursions meurtrières, les habitants se sont mobilisés au sein des comités de vigilance, parfaitement bien organisés pour apporter leur effort à cette guerre. Par leur ténacité, ils ont à maintes reprises évité le carnage dans plusieurs localités. Comme de véritables armées, ils ont réussi à pourchasser, interpeller et déjouer des attentats kamikazes, souvent au péril de leur vie. Pour témoigner sa reconnaissance, le chef de l'État a dépêché le gouverneur vers ceux des arrondissements de Kolfata, Makari et Mayo Moskota. Vous l'avez si bien souligné, nous sommes porteurs du message de condoléances du chef de l'État à ces vaillantes populations qui ont été victimes de ces exactions, de cette nébuleuse. Nous sommes également porteurs, comme vous l'avez souligné, de l'appui financier du couple présidentiel, mais également des médailles, titres posthumes aux vaillants membres qui se sont distingués. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi porteurs du message d'encouragement et de félicitations du chef de l'État à l'endroit de ces comités de vigilance, ces membres qui sont distingués en travaillant aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Que ce soit à Kolofata dans le maillot Sava, Bodo dans le Logone Chari ou encore Getchewe dans le maillot Tsanaga, Midi Awa Bakari a salué la bravoure, le rôle important joué par les membres des comités de vigilance créés dans ces différentes localités. 3 d'entre eux ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite camerounais et un autre élevé à l'ordre de la valeur à titre posthume. Un élan de solidarité du chef de l'État, salué à sa juste valeur par les populations. Le groupe passe toute la journée en contrôlant la ville, en voyant les routes, les ports qui vont miner. Bon, s'ils passent toute la journée, dans la nuit aussi c'est le même groupe. Le lendemain, l'autre groupe va monter et c'est comme ça que nous faisons. On a un hangar, le sous-préfet nous donne le denrée, on mange ensemble. On ne travaille pas pour quelque chose, on travaille pour notre bien du village. Mais quand il a réfléchi à nous, il nous a donné, on est très contents pour lui, voir un suspect ou bien les uns qui viennent avec l'explosion là. On commence à fouiller en distance. Bon, la personne se lève son habit, il fouillait tout le bagage qui est sur lui. On commence à demander s'il a la carte nationale. L'émissaire du chef de l'État a demandé à ces groupes d'autodéfense de continuer à œuvrer aux côtés des forces de défense et de sécurité jusqu'à ce que le phénomène Boko Haram soit réduit à sa plus simple expression.
Restons dans cette partie du pays où 6 otages kidnappés par Boko Haram sur l'axe Maroua-Kousseri en juin 2015 ont réussi à sortir des griffes des ravisseurs. C'était au cours d'une altercation entre les armées camerounaises et nigérianes opposées aux membres de la secte. Ils ont été reçus à Maroua par le gouverneur. L'autorité administrative, au nom du chef de l'État, a présenté les encouragements aux désormais ex-otages et remis à chacun une enveloppe de 500 000 francs CFA. De Maroua, le compte rendu de Célestin Tabouli Succès et Eric Tiché pour le récit. Enlevé sur la nationale numéro 1, sur l'axe Maroua-Kousseri le 11 juin 2015, à 15 km de la localité de Dabanga, alors qu'ils acheminaient des vivres à bord des camions à Kousseri, 6 otages camerounais ont recouvré la liberté le 6 janvier dernier. Ils se sont échappés des griefs de leur geôlier au cours d'une action conjointe menée par les armées camerounaises et nigériennes contre une base de Boko Haram à Doufo, village nigérien situé près de Gambarou. C'est dans la débandade au total que les 6 transporteurs ont réussi à s'évader pour se retrouver entre les mains des éléments du BIR du côté de Fotokol au Cameroun. Sous bonne escorte des éléments du BIR, ils ont été conduits à Maroua, puis reçus ce 19 janvier par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Au cours de leur entretien avec l'autorité administrative, les ex-otages confient qu'après leur kidnapping, ils ont été traînés dans environ 6 bases différentes de Boko Haram où ils ont été enfermés dans des petites cellules. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints par les terroristes à s'islamiser et ont enduré toutes sortes de maltraitances. Après que nous sommes retournés au pays, vraiment c'était un mouvement, en un seul mot, ça. Nous étions vraiment complets de joie parce que ce que nous avons vécu, je ne pense pas que ça vaut la peine de vous dire parce que c'était loin de la réalité de l'existence humaine. Au nom du chef de l'État, le gouverneur Midiawa Bakari leur a transmis le message d'encouragement et de réconfort. Il leur a remis à chacun une enveloppe de 500 000 francs CFA de la part du président de la République, Paul Biya. Nous saluons une fois de plus l'action de nos forces de sécurité. Nous félicitons nos compatriotes qui ont tenu dans ces conditions difficiles et qui sont rentrés sains et saufs. Nous saisissons également l'occasion de demander les usagers de la nationale aussi de faire preuve de respect des consignes. Il faut avouer que des dispositions ont été prises pour l'escorte des camions et d'autres véhicules de transport. Les ex-otages sont tous des camionneurs et originaires de la région de l'Ouest Cameroun. Présentation des résultats de 10 ans de recherche sur le VIH-Sida et les hépatites virales, échange d'expériences entre chercheurs et faire un plaidoyer pour que les résultats de la recherche soient traduits en actes concrets. C'est l'objectif de la 6e édition des journées scientifiques ouvertes ce mardi 18 janvier 2016 à Yaoundé par le ministre de la Santé publique André Mamafouda. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Zoben Bon. Ils bénéficient pour la plupart du statut de chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France et du Cameroun pour échanger sur les résultats des recherches cliniques et thérapeutiques relativement au VIH-Sida et les hépatites virales. Pour ce qui est du pays hôte, il s'agira d'analyser les évolutions du programme camerounais d'accès aux antirétroviraux dans les régions du centre et du littoral face aux enjeux actuels relatifs à la prise en charge du VIH et des principales co-infections. Il sera également question d'élaguer sur les rapports handicap-VIH à travers un état de lieu sur la vulnérabilité au VIH chez les personnes handicapées et enfin comprendre et renforcer l'action concertée des instances de coordination nationale avec des approches comparées entre le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le second module de la présente édition des journées scientifiques repose sur l'identification des SIV chez les primates afin d'en estimer les risques de nouvelles transmissions interespèces et d'étudier plus en détail les réservoirs du VIH chez les grands singes en Afrique centrale. Le diagnostic moléculaire des mono-infections et double infections en Afrique de l'Ouest, l'étude de la résistance du VIH aux antirétroviraux et l'étude observationnelle de l'efficacité de la vaccination contre l'hépatite B chez les enfants nés des mères séropositives seront autant de sujets qui vont meubler les assises de Yaoundé. 「 Yaoundé. 「 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」
Voici à présent quelques réactions recueillies au sortir de cette cérémonie d'ouverture. Grâce à nos travaux, nous avons pu démontrer qu'il y a des traitements simples, efficaces, et que les pays en développement pouvaient utiliser, et ceci a fait un boom dans le monde, et ça a permis donc que les Africains, les Asiatiques, etc. puissent avoir accès aux traitements antirétroviraux contre le VIH. Il faut que cette recherche, vous savez, faire de la recherche c'est bien, il faut qu'elle soit traduite en intervention, et elle doit bénéficier à la population camerounaise. Dans le domaine du VIH, il y a eu des progrès, il y a encore beaucoup à faire. Dans le domaine maintenant des hépatites virales, comme le ministre vient de le dire, et je dirais même au-delà, il y a la tuberculose qui reste aussi un problème, et qui est une infection associée aussi à l'infection VIH. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction qui s'intéresse ce soir aux 2 décennies de la loi fondamentale de 1996 et relevant à ce sujet que la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 a 20 ans cette année. L'évolution du temps et les réalités sociopolitiques et même culturelles de l'heure au Cameroun tendent à renvoyer en arrière-plan cette loi fondamentale qui régit le fonctionnement de l'État. C'est donc en guise de devoir de mémoire que les leaders d'opinion ont remonté le temps et restitué l'histoire relative à la naissance de la loi fondamentale de 1996. Reportage. La loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 a exactement 20 ans cette année. Occasion pour la classe politique camerounaise de restituer aux générations actuelles le contexte de la naissance de cette loi fondamentale. La Constitution de 1996 a ceci de particulier que elle a failli être une constitution consensuelle, dans la mesure où elle découle des événements de 90 qui étaient essentiellement construits autour de la revendication d'une conférence nationale souveraine. Le président a cru bon de s'opposer à ça. Toutefois, il a trouvé une forme de palliatif qui était de créer la tripartite. Cette loi suscite aussi moult débats autour de la limitation du mandat présidentiel, toute chose qui ne laisse pas la classe politique indifférente. On a retenu quelques grands aspects, la limitation des mandats que le président avait introduite. Il y a eu aussi le prolongement du mandat de 5 à 7 ans, qui avait été une revendication de l'opposition. C'est pour ça que, d'une manière générale, les forces vives de l'époque ont estimé qu'il fallait 7 ans, mais renouvelables une seule fois. Comme ça, on peut faire 14 ans, et on a estimé qu'en 14 ans, un homme politique sérieux, efficace, compétent, peut réaliser l'essentiel de ses vues politiques. La loi du 18 janvier 1996, selon une certaine opinion, reste d'application partielle au regard du caractère progressif qui commande la mise en place de tout son dispositif. De 1996 à aujourd'hui, Dieu seul sait le nombre d'années que cela a déjà pris, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de l'architecture institutionnelle que la Constitution de 1996 avait prévue. Loin de livrer la loi du 18 janvier 1996 à la vindicte populaire, force est de constater que beaucoup reste à faire dans le sens de la mise en place effective des institutions nouvelles qu'elle prévoit. Le principe de progressivité qui commande la loi de 1996 apparaît pour plus d'un observateur comme ce bouclier juridique au service du report de la mise en place des nouvelles institutions. Et pourtant, le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et le Conseil régional, organes encore absents du champ institutionnel, s'avèrent d'une importance capitale dans un contexte marqué par l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Éric Tiché nous en dit plus.
L'article 67 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui précise que les nouvelles institutions de la République prévues par la présente constitution seront progressivement mises en place serait une partition jouée avec une gamme peu appropriée. Certains observateurs aguerris au maniement des vocables du droit pensent même que le choix du terme progressivement apparaît ici comme un bouclier juridique justifiant l'éternel report de la mise en place de cette institution. Ces dispositions transitoires vieilles de 20 ans aujourd'hui seraient tout aussi à l'origine de l'anathème jeté sur cette loi fondamentale qui a le malheur d'avoir subi des modifications avant même qu'elle ne soit entièrement mise en place. L'importance de ces institutions est pourtant évidente. Le Conseil constitutionnel, par exemple, est l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. La Haute Cour de justice, autres institutions prévues par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 est compétente pour juger des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir en cas de complot contre la sûreté de l'État. À ces institutions encore absentes sur le terrain s'ajoute le Conseil régional qui est l'organe délibérant de la région. Malgré ses 20 ans d'existence, la loi fondamentale n'a déployé que de manière partielle les institutions créées par elle. À ce jour, seul le bicaméralisme est une réalité au Cameroun avec la mise en place du Sénat en 2013. Les détails dans cet élément. Le titre 13 des dispositions transitoires et finales de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 en son article 67 renseigne que les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place. Et à l'alinéa 2 de poursuivre que pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelle demeurent et continuent de fonctionner. Et c'est bel et bien le cas jusqu'à ce jour. Si au bout de ces 20 ans d'existence, l'on est loin de voir poindre à l'horizon le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et les institutions régionales, la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 a le mérite d'avoir prévu ces nouvelles institutions qui progressivement prennent corps avec la mise en place effective du Sénat, dont l'avènement consacre le bicaméralisme du Parlement camerounais. Après 17 années d'interminable attente, la seconde chambre du Parlement a finalement été portée sur les fonds baptismaux en 2013 à l'initiative du président de la République, garant de la Constitution. Vu sur ce prisme, il est de bon ton d'interroger l'impact du principe de progressivité dans la mise en place des nouvelles institutions pour un pays qui ambitionne être émergent à l'horizon 2035. Mais en attendant, joyeux anniversaire à la loi de janvier 1996 portant révision de la Constitution de juin 1972. Certaines dispositions de la Constitution camerounaise de 1996 restent muettes dans leur application. En dehors de la mise en place du Conseil constitutionnel, l'application de l'article 66 sur la déclaration des biens semble être une épée de Damoclès pour l'exécutif. À qui cet article fait-il autant peur? Quel impact sa non-application a-t-elle sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Cameroun? Élément de réponse dans cette analyse de Jerry Eba. L'article 66 de la Constitution du 16 janvier 1996 au Cameroun demeure une coquille vide, faute de textes devant préciser les modalités d'application. Promulguée le 25 avril 2006, cette loi sur la déclaration des biens et avoirs est considérée pour certains leaders d'opinion comme un moyen d'endiguer la corruption rampante au Cameroun et le détournement des deniers publics par les hauts fonctionnaires et hauts commis de l'État. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement y assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs de mandats électifs, les secrétaires généraux des ministères y assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tous gestionnaires de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Bonnes intentions donc de transparence et de bonne gouvernance.
comme une volonté du président de la République de bien gouverner, en mettant en place des prémices d'une lutte efficace contre la corruption. Mais vous voyez très bien que le président, lorsque on regarde son comportement de 1996 à aujourd'hui, était dans une posture de ruse. Il faisait faire des choses auxquelles il ne croit pas fondamentalement en tant qu'homme politique, mais qu'il utilisait pour obtenir l'apaisement, lui permettant de résister. Il était dans une forme, lui qui parle de résilience aujourd'hui, en effet, c'était lui qui était dans une forme de résilience. La non-application des dispositions de l'article 66 de la Constitution de 1996 devient dès lors un boulevard pour toutes sortes de prévaricateurs de la fortune publique. Ainsi s'installent donc plusieurs zones d'ombre dans les différentes sources de richesses ostentatoires des gouvernants camerounais. Les nouveaux riches et multimilliardaires sortent de terre comme des champignons. Même si selon cet autre leader d'opinion, l'immédiateté de l'application de cette loi n'a pas été prescrite, il faudrait donc que les uns les autres prennent leur mal en patience. Cet article prévoit que dès que quelqu'un est nommé, va occuper des postes de responsabilité d'un certain niveau, il doit faire la déclaration de ses biens, afin qu'on regarde à un moment donné, est-ce qu'il a trop profité de son poste. Ça c'est évident. Mais la Constitution dit progressivement, la Constitution n'a pas dit que cet article soit appliqué tout de suite. Il n'y a personne qui peut dire que le temps est déjà passé. Même les évêques, ils disent, ils souhaitent, ils font pression. C'est ça aussi la démocratie. Certes, la Constitution est la boussole fondatrice dans une république. Il n'en demeure pas moins vrai que la rendre pratique et palpable ne serait qu'une source de vitalité pour l'enracinement de la démocratie. Appliquer l'article 66 de la Constitution au Cameroun sortirait le pays du scénario d'Ali Baba et des 40 voleurs. Vous l'aurez certainement rectifié tout au début de ce reportage. Au lieu du 16 janvier 1996, prenez en compte la date du 18 janvier 1996, s'agissant bien entendu de la Constitution. Toutes nos excuses pour cette coquille. Dans la suite du journal, dénombrement des réfugiés vivant au Cameroun, le HCR mène les opérations à Douala. Une vaste campagne de recensement vient d'être lancée dans la capitale économique. Celle-ci vise à mettre sur pied un fichier complet de toutes les personnes vivant en situation de réfugiés au Cameroun. 2 jours après le lancement de la dite opération, ce n'est toujours pas la grande affluence au poste d'enregistrement. Le constat a été fait par nos reporters Apollinaire Zoben-Bon et Ngongang, qui se sont rendus sur les lieux en cette matinée du 19 janvier. Reportage. C'est ici à Bonanjo, centre administratif de la ville de Douala, que le Haut Commissariat des réfugiés HCR a pris ses quartiers pour mener à bien son activité. Rendu au 2e jour de cette opération de recensement, l'ambiance qui prévaut sur le site est presque timorée. Ce n'est toujours pas la grande affluence devant les différents postes d'enregistrement. Une situation qui inquiète quelques responsables du HCR. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il n'y a pas encore l'affluence. Les réfugiés ne sortent pas beaucoup. Nous avons prévu et travailler avec toutes les nationalités en dehors des Centrafricains. Et pourtant, le dispositif mis en place permet d'enregistrer environ 1000 réfugiés par jour. Pour le HCR, il est question à travers cette opération d'établir un fichier complet de toutes les populations vivant en situation de réfugiés au Cameroun. Selon les chiffres, elles sont environ 300 000 personnes. Le but même de notre opération, c'est quoi? C'est de vérifier physiquement les réfugiés. Nous avons l'habitude de faire des opérations de vérification. Bon, la différence dans cette opération, c'est qu'en plus des données que nous collectons d'habitude, qui est la prise de photos, nous avons ajouté la prise de la photo de l'iris des yeux et les empreintes digitales. Cela permet de fixer la population réfugiée. Un réfugié ne peut plus quitter aujourd'hui le Cameroun après cette vérification et aller se faire enregistrer ailleurs sous un autre nom. Il ne peut plus y avoir de double enregistrement. L'enregistrement de ces réfugiés a été renforcé cette année par l'usage du système biométrique. Il s'accompagne de la délivrance d'une carte pour les personnes ayant atteint la majorité d'âge et d'une attestation de composition familiale
pour celles vivant en famille. Ces 2 documents vont permettre aux réfugiés d'être à l'abri de toutes les tracasseries dont ils ont souvent été victimes, mais aussi de bénéficier des mêmes avantages et privilèges que les personnes de nationalité camerounaise, telles que le définit la loi numéro 5/2005/006 définissant le statut des réfugiés. Les réfugiés au Cameroun, ils ont le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail. Cette opération qui s'achève le 3 février prochain à Douala va également s'étendre dans d'autres régions du pays, notamment dans l'Est, l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. Disons en titre, téléphonie mobile, plus de 170 milliards d'impôts impayés par les opérateurs. C'est le montant de la dette estimative due à l'État du fait de ces opérateurs au titre d'impôts et taxes impayés au cours de la période 2010-2014. Cette dénonciation de fraude fiscale est la résultante d'une mission effectuée sur le terrain par la CONAC du 13 au 21 janvier 2015 aux fins de mieux cerner les anomalies qui subsistent dans l'univers des télécoms au Cameroun. Ces données ont été rendues publiques au cours d'une rencontre tenue ce jour à Yaoundé entre la CONAC et les opérateurs de téléphonie mobile. Les détails dans cet élément de la rédaction. Pour la première fois, la Commission nationale anticorruption CONAC sort de sa réserve. Elle vient de monter au créneau pour dénoncer les irrégularités dans le secteur des télécommunications. Les conclusions de la mission effectuée sur le terrain en 2015 par le comité Gaga Manadi soutiennent que les opérateurs de téléphonie mobile exerçant au Cameroun sont des hors-la-loi. On demande que les sociétés de téléphonie mobile remboursent à l'État 170 milliards. Ça représente ce que le total de ce que chacune des sociétés doit à l'État, soit au titre des impôts, soit au titre de la taxe sur les jeux de hasard, soit au titre des contributions et des dépenses à reverser à l'ART. Tout ça, c'est fixé par la loi. Ces opérateurs proposent aux abonnés des services publicitaires et autres jeux de hasard dont les montants prélevés chez les abonnés ne sont pas reversés au fisc. Pour cette première catégorie, Orange doit à l'État plus de 473 millions de francs CFA sur 4 ans. 236 millions pour MTN et 78 millions pour Camtel. S'agissant des aérés dus au timbre sur la publicité, seul Camtel a communiqué aux informateurs de la CONAC les documents lui permettant de savoir que sa dette se situe à 78 millions de francs CFA, alors que MTN et Orange ont refusé de livrer leurs archives. La mission Gaga va plus loin. Elle constate que les opérateurs indexés ne reversent pas aux régulateurs l'ART, les redevances et autres contributions fixées par la loi de décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. À ce titre, les 2 leaders du marché de la téléphonie mobile, MTN et Orange, doivent payer 99 milliards à l'État pour 4 ans. Un autre aspect apparaît dans le rapport de la CONAC, c'est la récurrence de l'utilisation par les opérateurs des produits non réglementaires. Le mobile money, transfert d'argent électronique via des banques locales, n'est encadré par aucune loi au Cameroun. Le régulateur du marché des télécoms promet de relire la convention et surtout les pratiques opérées sur le terrain par les opérateurs. La CONAC demande l'éclatement des services offerts par les opérateurs en distinguant les recettes des appels, SMS, publicité et jeux de hasard. L'exclusion du transfert d'argent du champ des sociétés de téléphonie mobile. Elle exige le respect par les opérateurs des textes législatifs. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 19 janvier. C'est avec nos confrères de l'AFP. La France compte 66 600 000 habitants au 1er janvier 2016, selon le dernier rapport de l'INSEE. Un état des lieux démographique du pays d'où se dégagent 3 tendances. Nombre record de décès depuis l'après-guerre. 600 000 personnes sont mortes en 2015 en raison notamment du vieillissement de la population. Légère diminution de l'espérance de vie, 85 ans pour les femmes et 78,9 années pour les hommes. Baisse du nombre de naissances qui s'explique plus par la diminution du nombre de femmes en âge de procréer depuis 1995 que par la baisse de la fécondité. Incendie maîtrisé à l'hôtel Ritz de la place Vendôme à Paris. Propriété du milliardaire égyptien Mohamed El Fayed, l'hôtel avait heureusement fermé en août 2012 pour travaux. Aucune victime n'est à déplorer. Ralentissement chinois, baisse des prix du pétrole et des matières premières, autant d'indicateurs qui inquiètent le FMI et lui font craindre un déraillement de l'économie mondiale. Conséquence, l'Organisation internationale a baissé prévision de croissance de 0,2 points pour 2016 à 3,4%.
$32 milliards, c'est ce que prévoit de récupérer Téhéran grâce à la levée des sanctions internationales. Il s'agit d'argent public bloqué dans les établissements bancaires à l'étranger depuis l'imposition de sanctions par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Des sanctions qui visaient à obliger l'Iran à limiter son programme nucléaire. Quoi de plus revigorant qu'un petit bain sacré, pieds nus, dans une eau glacée? C'est en tout cas ce que semblent penser des milliers de Russes à l'occasion de l'épiphanie orthodoxe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, immersion à 3 reprises et l'affaire est jouée. Un rituel baptistique censé purifier et redonner vigueur. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir.